Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... On va aller très vite parce que j'ai trois petites choses à vous dire qui, à mon sens, sont importantes. D'abord, premièrement, vous trouverez dans la description un lien sur une étude, une analyse qui a été faite par des experts pour le compte du CDC américain sur le rapport qu'il y a entre les décès et les vaccins suite aux déclarations qui ont été faites sur le fameux site américain, le VAERS. Le VAERS, oui c'est ça. Et qui, en effet, trouve un certain nombre de données, alors, dans deux choses, c'est-à-dire le lien qu'il peut y avoir entre le nombre de décès et les vaccinations. Je rappelle, le VAERS, c'est le site américain pour recenser l'ensemble des effets secondaires, permanents, temporaires, voire décès. Et dans cette analyse, alors ils font aussi une analyse pour prendre en considération aussi le fait que sur ce fameux site, tout n'est pas déclaré. C'est-à-dire que beaucoup de spécialistes, beaucoup de médecins disent oui que pour un cas qui est déclaré, peut-être qu'il y en a 10, mais qui ne sont pas déclarés. Donc cette analyse a été faite uniquement sur les données qui sont disponibles dans le VAERS, mais avec une estimation, avec une extrapolation de ce qui n'est pas déclaré. Et dans cette analyse, ils prennent plusieurs exemples comparatifs avec ce qui se passe à travers le monde, dont Israël. Et ils ont établi ceci. Vous voyez, il y a deux courbes. Les deux courbes représentent le taux de vaccination troisième dose, qu'on appelle rappel vaccinal, et la deuxième courbe, ce sont les décès. Et ils disent, voilà, nous on a ces données-là, nous n'en tirons aucune conclusion, nous n'en tirons aucune extrapolation pour dire, voyez, regardez, les vaccins tuent. Mais force est de constater que les données sont là. Alors évidemment, les données, elles sont là, mais est-ce que tout d'un coup, il n'y a pas une autre épidémie, ou tout d'un coup, il y a une vague de décès, de crise cardiaque, etc. Peut-être. N'empêche que cette courbe est assez parlante. Et d'ailleurs, les experts qui ont fait ce rapport ne s'aventurent à aucune extrapolation. Eux, ils disent, voilà les données. D'autres petits tableaux aussi, un comparatif des décès suite aux différentes campagnes de vaccination sur plus particulièrement la grippe, sur les différentes années, sur les différentes saisons grippales, comparées avec la Covid. Voilà, je vous laisse le document, vous voyez par vous-même. Donc c'est un document qui est très intéressant parce que il met en évidence des chiffres. Il fait un constat sur des chiffres. Attention, encore une fois, ils ne disent pas, ils n'affirment pas que les vaccins sont dangereux. Ils disent les vaccins peuvent en effet assurer une couverture, une protection pour le plus grand nombre, mais force est de reconnaître que du fait peut-être justement du manque de recul, du manque d'études, je vous rappelle, on est en train de partir sur un rappel de troisième dose, alors que la troisième dose n'a jamais été testée, et que sur un vaccin ou sur des vaccins qui n'ont que 18 mois de tests randomisés. Donc là, vu qu'Israël est parti sur le rappel vaccinal, on va voir ce que ça va donner. Mais force est de constater que les chiffres, là, sont en train tout simplement de ruiner certains discours
de nos gens bien pensants sur les plateaux de télé. J'oserais même peut-être vous inviter à garder ce document. C'est un format PDF, enfin le site fait un lien sur 3 documents PDF. Je vous recommande de les garder sous le coude, vous amuser à les traduire pour enrichir vos connaissances et avoir de l'argumentaire pour ceux qui voudraient essayer de vous faire clouer le bec. Autre information également, on a vu sur Internet émerger une sorte de rapport sur la situation matérielle que les Américains ont laissée en Afghanistan. Alors en effet, il y en a pour du pognon. Il y en a pour du pognon. Alors, un certain nombre de matériels, comme les avions par exemple, qui étaient utilisés par l'armée américaine, ont été condamnés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus voler avec ça. Même les talibans ne pourront pas les utiliser. À moins de réussir à trouver des revendeurs de pièces et qu'ils aient les ingénieurs ou les mécaniciens pour les remettre en l'état. Mais j'ai envie de dire que c'est encore une preuve supplémentaire que ce départ américain, qui pourtant n'a pas été décidé au dernier moment, puisque Donald Trump l'avait déjà anticipé, l'avait déjà annoncé, et que aujourd'hui, comme je l'ai dit dans une vidéo, certains accablent Joe Biden, alors que Joe Biden n'est pas à l'origine de la décision du retrait. Mais, en tant que président, il est censé être au courant du plan de retrait. Et c'est là que, justement, certains commencent à dire, oui, pourquoi est-ce qu'il n'est pas intervenu? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas modifié ou rééchelonné, on va dire, les phases de retrait pour éviter de voir ce retrait chaotique? Rappelez-vous, je crois que c'est le 17 juillet, les Américains qui se sont barrés en catimini en pleine nuit de l'aéroport en laissant tout le matériel sans même prévenir l'armée afghane. Donc du coup, les talibans étaient mieux au courant que l'armée afghane, c'est-à-dire que les talibans ont commencé à débouler pour essayer de commencer à récupérer du matériel, etc. La plus grande armée du monde, force est de constater qu'elle est partie la queue entre les jambes. La question essentielle, c'est pourquoi? Pourquoi les Américains, qui sont pourtant des gens qui n'aiment pas le hasard, qui n'aiment pas l'improvisation, qui aiment bien les choses structurées, les choses préétablies, avec des protocoles, avec des directives, avec un calendrier, avec une organisation. Comment se fait-il qu'ils ont donné au monde cette image qui évidemment fait penser à cette image du retrait du Vietnam, de la chute de Saïgon? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça cache? Une situation géopolitique? Un conflit d'intérêts? Ou un besoin de ramener immédiatement et le plus rapidement possible les enfants de l'Amérique d'un endroit où on a peut-être l'intention de faire péter quelque chose et éviter que des Américains fassent les frais des dommages collatéraux. Donc de bol, les dommages collatéraux, il y en a eu, puisque les attentats qui ont été revendiqués par ISIS-K, la frange afghane de l'État islamique, qui d'ailleurs a continué à bombarder l'aéroport maintenant que l'aéroport a été désormais conquis par les talibans, puisque hier, le dernier avion américain, les derniers personnels américains ont quitté le sol afghan. Il y a anguille sous roche. Je le dis ouvertement, il y a anguille sous roche. Alors, en effet, il est hors de question pour les Européens et les Américains de laisser le terrain vacant pour les Chinois. Comme l'un d'entre vous l'a dit, en effet, est-ce que les Chinois vont faire la même erreur de croire qu'on peut faire confiance aux talibans pour signer des accords, avoir des contrats, pour les laisser tirer un pipeline à travers l'Afghanistan pour leur intérêt, sans prendre le risque que les talibans retournent leur veste? En effet, est-ce que les Chinois sont stupides à ce point-là?
Les Russes ont déjà fait l'expérience, quoique les Russes, je rappelle, on parle souvent des défaites, mais en réalité, il y a quelque chose qui est très important à bien comprendre. Que ce soit les Russes ou les Américains, en Afghanistan, ils ont conquis. En effet, ils ont gagné, ils ont conquis. Sauf que comme toutes les problématiques de ces endroits, plus spécifiquement, géographiquement, localisés en Asie du Sud, en Asie centrale et Moyen-Orient, c'est que oui, vous pouvez conquérir ces pays. Vous pouvez les envahir. Il n'y a pas de problème. De toute façon, ils ont des armées qui sont insuffisantes. Mais une fois que vous avez envahi ces pays, il y a deux solutions. C'est soit vous dominez, vous installez un régime à votre profit, et vous faites de la répression, mais de la répression très dure. Évidemment, là, on n'est plus du tout dans les droits de l'homme, la démocratie et tout le tintin. Ou alors, vous faites, voilà, vous essayez de pacifier le pays. Mais vous n'arriverez jamais à le pacifier parce que entre les tribus, entre les ethnies, entre les différences culturelles, entre les conflits tribaux, vous vous retrouvez dans un pays ou dans des pays où vous allez confronter constamment de la guérilla. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est ce qu'on appelle le bourbier. C'est ce que la France a malheureusement été confrontée avec l'Indochine. C'est que la France pouvait très bien dominer l'Indochine, pouvait très bien résoudre le problème. Mais en utilisant des méthodes que certains les Américains pendant la guerre du Vietnam ont utilisées, mais très très vite, au début des années 70, évidemment, ça a commencé à mettre la guerre du Vietnam sur un échafaud dans l'opinion américaine, au point que, au bout d'un moment, la guerre était devenue tellement impopulaire que c'était déjà fini, c'était mort. Donc en effet, les Russes ont conquis l'Afghanistan. Mais ils se sont retrouvés avec de la guérilla alimentée évidemment par la CIA, on était à l'époque de la guerre froide, et finalement ils ont abandonné en 89. Ils ont abandonné pour deux raisons. La première parce qu'en effet c'était un bourbier, et deuxièmement parce que l'URSS était en train de s'effondrer. Donc il fallait éviter de laisser une armée dans un pays hostile où rien n'avance, où rien n'est possible, etc. Donc ils ont dit allez hop, on se retire, terminé. Et les Américains ont échoué finalement à garder le contrôle. Et je dis les Américains, mais ça peut être n'importe qui, ça peut être les Français. Envoyer l'armée française dans un pays d'Afrique pour le pacifier, on sera confronté exactement à la même chose. Dois-je vous rappeler le Rwanda? Un sujet sensible, le Rwanda. Parce que, forcément, on est obligé de jouer la carte avec l'un ou l'autre. Sauf que l'un ou l'autre, c'est les mêmes. C'est-à-dire, c'est génocide, c'est tuerie, c'est massacre. Donc du coup, on a choisi un camp, sauf qu'on a choisi un camp qui a fait du génocide. D'où les affaires par la suite, etc. Encore une fois de plus, traité avec aussi l'esprit droit de l'homiste, etc. Alors que, en réalité, on le sait que de toute façon, la France est allée là-bas pour un centre d'intérêt, pour un conflit d'intérêt, mais que finalement, elle a mis le doigt là où il ne fallait pas. C'est-à-dire qu'elle a mis le doigt dans un engrenage dans lequel elle n'aurait jamais dû mettre. Et je parle du Rwanda, mais c'est le cas dans d'autres pays d'Afrique, qui n'arriveront jamais à résoudre leurs problèmes internes, ethnico-religieux. Donc, pour revenir aux Américains, en effet, l'impact dans l'opinion américaine est assez mitigé. Il y a ceux qui, en effet, ont le gros sur la patate. Ils ont le gros sur la patate parce que soit ils y ont été, soit des membres de leur famille ont été, soit ils ont perdu des gens, des amis, pour finalement rien. Et puis d'autres qui se disent, ouais, mais tant que ça ne change pas leur petite vie,
ça ne leur pose pas un problème moral, éthique. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, ici aux États-Unis, il y a la conséquence de l'isolationnisme. Cet isolationnisme qui a poussé une culture sur plusieurs générations à faire en sorte que les Américains ne voient que par le prisme américain. C'est-à-dire que même quand il y a des Américains qui vont au Canada ou au Mexique, tout d'un coup, il y a des trucs qui clochent par rapport à leurs convictions, par rapport à leur façon de voir les choses. Alors il y en a qui à un moment donné prennent du recul et se disent « Ah ouais, quand même ». Il y en a d'autres qui disent « Ouais, Américain, on est les meilleurs ». Rambo. Ouais. Donc j'ai l'impression que, avec l'Afghanistan, avec ce dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos, des mouvements financiers un peu bizarres, l'intérêt pour la crypto-monnaie de ces banques centrales, la situation économique, la consommation, la pandémie. Tout ça, il y a un rideau. Il y a quelque chose derrière. Je ne sais pas quoi, mais j'ai envie de dire, préparez-vous. Préparez-vous parce que il va se passer quelque chose. Alors, on en a déjà parlé. Un attentat, genre 11 septembre, qui va amener de nouvelles normes, de nouveaux critères, de nouvelles croisades, allez savoir. Surtout qu'en plus on approche à la date fatidique du 20e anniversaire du 11 septembre. Bon. On ne dit jamais 203, mais ce serait quand même trop gros qu'on nous refasse un attentat le 11 septembre. Non, soyons un petit peu réalistes. Mais, si on y réfléchit bien, aujourd'hui, tous ceux qui veulent essayer de prendre le contrôle, tous ceux qui sont en train de faire des coups d'État institutionnels, comme c'est le cas en France, soyons clairs, la France aujourd'hui subit un coup d'État institutionnel. Pour ceux qui n'en sont pas convaincus, il suffit de vous regarder, d'ouvrir les yeux, pour s'en convaincre. J'ai envie de dire que malheureusement, et je ne suis pas le seul à le dire, il y en a d'autres qui le disent sur YouTube, il se prépare quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une accélération, c'est-à-dire qu'il y a une accélération dans le calendrier. Seulement aujourd'hui, ça commence à résister. Ça résiste en France, il y a des manifestations, Macron est très impopulaire, Bruxelles est très impopulaire, ça manif en Italie, en Allemagne, un peu en Belgique, en Espagne, en Grande-Bretagne. Ça manif aussi au Canada, ça manif dans certains pays d'Amérique latine, au Brésil, au Venezuela toujours, parce que le Venezuela est dans la merde, en Bolivie. Ça manif également dans certains pays de l'Est. Ça manif en Grèce, ça manif en Nice, en Australie. L'Australie qui est en train de déraper, mais à un point vous ne pouvez même pas imaginer. Je pense que vous devez vous attendre à de très mauvaises surprises. Véran qui vous a annoncé que oui, enfin le 15 novembre, de toute façon, hein, on va l'étendre, cet état d'urgence sanitaire, avec le pass en même temps. Je pense qu'on va avoir beaucoup de sujets à discuter dans les vidéos dans les prochaines semaines. Pour l'instant, je suis un petit peu les choses, je vois un petit peu l'évolution. Je vous invite aussi à voir un petit peu la rentrée télévisuelle, la rentrée médiatique. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a des gens qui sont en train de retourner un petit peu leur veste. Je pensais à Polony, par exemple, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Donc, il va falloir suivre les choses de façon assez assidue. Évitons les plans sur la comète, évitons de trop extrapoler, restons sereins,
restons sages, et advienne que pourra, mais j'ai envie de dire, soyez prudents, prévoyez, parce que je pense que malheureusement, on n'est qu'au début d'un cycle qui va faire très très mal. D'ici là, qu'on ait encore du neuf à en parler, portez-vous bien et à la prochaine.